Chapitre 5. Que de peine. Il arrive des fois que l'homme se trouve dans l'obligation de s'expatrier. Mon choix de fuir mes terres africaines fut dicté par une réalité toute simple. Survivre. Survivre au soleil de plomb qui accable femmes et enfants du matin au soir. Survivre aux affreusetés de guerres toutes absurdes et inutiles. Survivre à cette barbarie quasi congénitale qui habite mes frères de peau chaque fois qu'il est question de partager le moindre butin. Après les événements de Sunkalokro, j'étais plus que déterminé à m'en aller, loin de ce pays de merde, fût-il celui de mes ancêtres, ou même berceau de l'humanité. J'avais échappé à la mort une fois, et il était dorénavant hors de question de taquiner d'âmes faucheuses, même si le prix à payer était l'éloignement, loin des miens, pour une très longue période. Mon choix, le Canada, parce que symbolisant tout ce que mon Afrique n'était pas. Organisé, développé, froid, très froid. La dureté de la vie à l'occidental qui m'accueillit fut tout un choc. Moi, Kwasi Jano, diplômé en administration, avec un historique impeccable de compétences en gestion de ressources humaines, obligé de cirer les chaussures des blancs le jour, puis de les conduire en taxi le week-end. Longtemps avant que le succès économique ne pointât le nez, je connus la dure réalité de l'immigrant diplômé et chômeur, celui à qui, par souci de protection des emplois made in Québec, l'on refusa de reconnaître la moindre compétence. De petit boulot en petit boulot, je finis par me retrouver réparateur de toiture. Un boulot dur, pas très payant. C'est via cet emploi que j'ai véritablement fait la connaissance du Québécois. Ce drôle de blanc qui ne peut dire une phrase sans faire référence à son Dieu. Il m'a fallu du temps pour réaliser qu'en fait de supplication à l'Éternel, les Québécois étaient les champions toutes catégories du mondial des jurons. Ces derniers ont l'outrecuidance de jurer en empruntant à l'imaginaire chrétien toutes sortes de termes sacrés. Sortis de ma bouche avec mon épais accent d'Afrique de l'Ouest, ces mots ne réussiront jamais à effrayer le moindre petit écureuil. Mais quand un Québécois pur laine vous lance son « Christ de tabarnak d'hostie de Saint-Ciboire que t'es con », le tout avec un pur accent gaspésien de Saint-Ulrich, je vous jure que ça donne froid dans le dos, surtout quand il s'agit de votre patron. Bob, mon boss et partenaire de travail, était l'archétype même du mec qui en voulait à toute la société. Pour lui, l'échec de sa vie était imputable à toutes sortes de choses et de personnes, excepté lui-même. Il en voulait à toute la planète, à commencer par ceux qui réussissent là où lui avait échoué. Alors il râlait sans cesse, se plaignant d'être la victime perpétuelle d'une société qui ne lui rend pas le centième de ce à quoi il a droit. Était-il raciste? Je ne sais pas. Une chose de sûre, il préférait dire plan de nègre pour parler d'un projet mal ficelé, ou char de nègre pour parler d'un vieux taco. Chez Bob, Amérindien rimait avec sauvage, tandis que nous les Noirs n'étions que des estides paresseux. Avant même qu'un nouvel employé un peu bronzé lui dise un mot, il commençait toujours par son traditionnel « Moi, je suis pas raciste, c'est... » Soit. De mon côté, je jouais le jeu de l'immigrant illettré qui pitche pas grand-chose, me contentant de le laisser dans son illusoire sentiment de supériorité, pourvu qu'à la fin de la semaine, je ramasse mon chèque. Mais qu'est-ce qu'il était agaçant et con. Des fois, peut-être parce qu'il s'ennuyait, Bob descendait de son piédestal et me balançait une blague démodée sur les Noirs, le genre de blague à 2 balles qu'on a entendu 100 fois déjà. J'étais obligé d'écouter patiemment celui qui, il y avait moins d'1 minute, parlait de nègres et de sauvages, essayait de me faire rire avec une de ces blagues plates, toujours suivie de son inévitable « Mais moi, je suis pas raciste, c'est... » J'étais évidemment écœuré. Mais bof, chaque fois que je devais subir ce supplice, je faisais semblant d'avoir un quelconque intérêt et lui servais un rire jaune à la fin, pour tourner les talons immédiatement après.
Je me rappellerai toujours cette journée d'août 2004. Ce jour-là, en pleine canicule, Bob n'avait vraiment pas l'air d'être dans son assiette. Il me cassa les oreilles à les faire rougir. Pendant des heures et des heures, il se lança dans un monologue sans fin, pendant que lui et moi devions réparer au goudron une toiture au centre-ville de Montréal. Ce jour-là, je n'en pouvais plus d'entendre cette déprimante et contagieuse diatribe contre tout ce qui m'entourait. Je me balançais déjà au bas de l'échelle de cette société, et de devoir en plus me taper le ralage de Bob, trop, c'était trop. Son sempiternel sermon, il pouvait se le mettre où il voulait. Mon esprit s'envola donc loin de Bob, quand lui pensait que je l'écoutais. Quelques minutes plus tard, Bob me força à redescendre sur terre. « Hey, toi, c'est à toi que je parle, Sti. Je suis sûr que tu regrettes d'être né en Afrique, hein? Ça n'a pas dû être drôle de grandir chez toi, n'est-ce pas? Le samedi matin, je vois les pauvres petits enfants africains au ventre ballonné à la télé. J'ai même un ami à moi qui donne quelques dollars chaque mois à un organisme pour que tes compatriotes ne meurent pas de faim. Hein, dis-moi, tu regrettes pas d'être né là-bas? » Sans blague, qui est-il pour oser me poser ce genre de questions? Ça, c'était le comble. Me faire narguer par Bob. Le plouc qui saurait même pas situer l'Union soviétique sur une carte. Que savait-il de mes origines, de mon histoire? De quel droit osait-il me torturer avec toutes ces références à la supposée misère dans laquelle j'aurais grandi? À mon habitude, j'encaissais le coup sans broncher. Quoiqu'il m'énervât au plus haut point, quelque part au fond de moi, je savais que Bob ne faisait qu'exprimer tout haut cette image caricaturale que projette mon continent d'origine. Étais-je en colère parce qu'on se moquait des miens, ou parce qu'on disait tout simplement la vérité sur le coin du pays d'où je venais? Oui, à ce stade-ci de mon existence, je vomissais moi-même ces origines, tellement elles avaient contribué à cette déchéance sociale qui me caractérisait dorénavant. À ce stade de ma vie, si je pouvais reprogrammer ma vie, j'aurais fait le choix de ne naître ni à la même heure et surtout pas dans le même pays. Si je pouvais reprogrammer l'heure de ma naissance, je naîtrais à 4 heures du matin, de sorte qu'après les douleurs de maman, les câlins d'un papa mal rasé et la berceuse à donner mal à la tête à Assurance Tourix de la préposer au rejeton, il soit exactement l'heure du petit déjeuner. J'aurais aimé ça, car je considère ce premier exercice buccal de la journée comme primordial, un instant magique qui, je le crois, reflète prémonitoirement ce à quoi ressemblera le reste de la journée. Une naissance à 4 heures du matin aurait peut-être été de bon augure pour la consistance de mes petits déjeuners à venir. Eh bien non, je suis né à midi, en pleine canicule, heure où le vent des savanes africaines lance la poussière ocre très haut au-dessus des maisons de terre. Juste à temps pour le déjeuner, diriez-vous? Que non. Malchanceux comme je l'ai été, mes déjeuners et dîners ont été à l'image des petits déj stériles de mon enfance. Toujours le même repas merdeux, la même patate que je hais, frite noircie dans du gras épais, ou sans saveur parce que bouillie dans une eau plate et chlorée. Si je pouvais reprogrammer ma naissance, je naîtrais en 1950. Ouais, un vrai baby boomer. J'aurais évité la Seconde Guerre mondiale de justesse et olé. Vive la prospérité américaine. En 1968, j'aurais eu 18 ans. Juste ce qu'il faut pour sortir quand je veux et fumer du foin avec ma bande de hippies. J'aurais moi aussi fait le tour de la planète à bord d'une Volkswagen orange, embarquant ça et là des autostoppeurs, des autostoppeuses surtout, Une fois le temps des folies passé, aux environs de 1975, je penserais enfin à travailler. Et avouons-le, je n'aurais eu aucun mal à trouver du boulot à cette époque. Comme tout le monde, je vivrais bien sans me soucier du poids que je représenterais pour la génération qui me suivrait. Mais tout ça, c'est du rêve. Je ne suis pas né en 1950. Je suis né en 1967. 1967. L'année de l'expo, comme on dit ici au Canada. Une année bizarre, hein? Trop tard pour faire partie des baby boomers et trop tôt pour faire partie des bébés des baby boomers. Quand je pense qu'on parle aujourd'hui de génération X, c'est nous la vraie génération X.
Ma génération et moi sommes apparus juste à temps pour être aux premières loges et assister à la dégringolade de mon pays, le toit-dit. Nous avons tous dû mettre au rencard nos études universitaires, le pays étant incapable de maintenir un semblant de stabilité sociale durant ne serait-ce qu'une année académique complète. Là-bas, ma vie d'adulte s'est déroulée au rythme de grèves, meurtres, coups d'État, massacres et guerres civiles. Sur ce, Bob, qui m'entendait penser tout haut, me coupa la parole nette. Lui s'estimait évidemment heureux d'être né au bon moment et dans le meilleur des mondes. Par contre, il savait que tout comme moi, quelque chose avait cloché dans son parcours de vie. Si lui pouvait reprogrammer sa naissance, il ne naîtrait pas dans la même famille, oh non, surtout pas celle-là. Ses parents, il ne s'en rappelait pratiquement plus. Son papa, il ne le connaissait pas, il ne l'avait jamais vu. Il aurait même oublié le prénom de ce dernier. Gilles, Jules, bof, peu importe. Sa maman l'avait tout simplement prévenu de ne jamais s'en approcher. Si elle, la psycho-tabaco-maniaco-zéro-dépresso-alcoolo, elle le pense, autant ne pas chercher à le rencontrer, disait Bob. N'empêche qu'elle non plus, il ne l'a pas vraiment connu. Physiquement proche de lui, elle lui est toujours restée inaccessible, perdue quelque part entre ses vapeurs éthyliques et ses interminables quintes de toux. Une fois, elle a toussé tellement fort que le voisin d'en bas a cogné au plafond. Vous l'avez deviné, elle fumait, 10 fois plus que la soufrière, essayant par la suite de crachoter un morceau de je ne sais quoi qui lui restait inexorablement accroché à l'œsophage. Avec une mère comme ça, Bob n'a pas eu besoin de devenir fumeur. Rien qu'à rester à côté, il avait sa dose quotidienne. Et quand je lui demandais s'il n'a jamais eu peur de développer un cancer, Bob éclatait de rire comme un maniaque. Le cancer, disait-il, on s'en fout du cancer. D'ailleurs, quand on est sur le BS, l'assurance maladie paye tout. Eh bien, Bob venait de cracher le morceau. Ils étaient sur le BS, le bien-être social. Aussi loin que ses souvenirs pouvaient remonter, la famille à Bob a toujours vécu sur le BS. Et quand je parle de famille, je ne limite pas à son père, sa mère, ses frères et sœurs. Tous ceux qui ont fait partie de son entourage, oncles, tantes, grands-oncles, grands-pas, grand-maman, chiens et chats, tous ont toujours vécu accrochés à cette manne inversement proportionnelle au nombre de calories quotidiennement dépensées. Une rare espèce de paresseux comme il n'en existe plus de nos jours. BS. Pour Bob, ces 2 lettres ont toujours eu un sens magique. À 4 ans, BS était pour lui synonyme d'affaires. On était sur le BS comme on est sur une bonne affaire. Serait-ce dû au fait que business commence aussi par un B pour se terminer par un S? Peut-être. À 8 ans, le BS pour lui, c'était le travail de maman. Ainsi, quand on lui demandait où travaille ta maman, il répondait tout simplement au BS. Et du coup, on prenait sa mère pour une fonctionnaire fédérale. Ce n'est qu'à 12 ans qu'il réalisa enfin ce que signifiait ce familier acronyme. Le fric qu'on lui donnerait dès 16 ans, pourvu qu'il ne soit pas régulier au cours et qu'il participe à quelques bagarres à l'école. Il a donc décroché très tôt. Maman était mal placée pour le conseiller à ce sujet. Dorénavant, ils travailleraient tous les 2 au BS. Bob, lui, aurait préféré ne pas naître dans cette famille dont il a hélas hérité. Moi, par contre, si je pouvais reprogrammer ma naissance, je ne naîtrais ni à la même heure, ni à la même date. Car tous 2, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il est midi, et solidaire dans la déprime, ça fait déjà 2 heures qu'on boulotte en chialant. Nous nous tuons la santé à réparer des toitures qui fuient, à inhaler ces vapeurs de goudron toute l'année, sous une canicule assoiffante, perché au-dessus d'un monde qui, lui, vit, grouille et passe sans même nous remarquer. Du haut de mon toit, j'observe la belle société s'agiter, comme il est de coutume dans tout centre-ville. À mes yeux s'impose le spectacle du monde heureux, de ceux qui ont toujours quelque chose d'intéressant à faire, à dire ou à se faire dire, d'où le nombre incalculable de cellulaires coincés entre oreilles et épaules. Parlant, textant, bavardant, admirant les vitrines, ne suffoquant point malgré la chaleur qui s'affirme déjà,
Ils semblent tous mordre dans la vie, croquer continuellement dans du neuf, dans du beau, Prozac aidant, bien évidemment. Du haut de mon perchoir, voir tous ces gens à l'allure vive, au regard alerte et au visage pomponné, ça me fout les boules, ça m'enrage. Tiens, en voilà une, la petite dame là-bas. C'en est un parfait spécimen. À peine sortie de chez l'abbé, elle traverse l'intersection en diagonale pour finalement s'engouffrer dans l'antique bâtisse abritant Henry Burke et fils, le célèbre joaillier. C'est ça l'enfer, me voir constamment imposer la vue de mon contraire, la promiscuité du beau monde, de ceux qui sourient, qui achètent, vendent, consomment, rêvent même. Le pire, dis-je, c'est de ne pouvoir détourner le regard de cette société apparemment correcte dans sa tête. C'est pour moi une torture, un peu dans le genre Orange Mécanique. Qui sait, peut-être qu'un psychologue en folie a quelque part décidé que telle serait ma thérapie. Je ne supporte plus de voir les riches dames virevolter d'une boutique à l'autre, les bras chargés d'achats inutiles, dans le seul but d'épater la femme de l'autre. As-tu vu ce que j'ai déniché aujourd'hui, cher? Oh, ce cendrier est une merveille. Il a dû te coûter une fortune. Mais non, pour moins de $1000, t'en as de très très beaux, tu sais. Bla bla bla. Rien qu'à penser à ces causeries niaiseuses de fausses aristocrates, ça me donne envie de vomir. Il est 1h de l'après-midi et... Ah tiens, voilà la petite dame qui ressort. Comment ça, elle n'a rien acheté de plus? Ah, j'oubliais, les bijoux c'est discret. Et ça n'a pas besoin de gros sacs à la m'as-tu vu avec lesquels elle se pavane à longueur de journée. Connasse de femme de riche qui gambade et dévalise les magasins pendant que son sûrement cocu de mari se tue au travail. Non mais sans blague, je n'aimerais pas être à la place de celui-là. Me faire avoir à longueur de journée par une nana qui se donne de tels privilèges. Pauvre mec, je suis sûr qu'il reste avec elle de peur qu'elle ne le déplume en cas de divorce. Du haut de mon toit, ai-je dit, mon œil. Le jour où je réussirai à m'offrir une baraque comme celle-là, les coqs auront des dents. Après avoir connu une vie relativement stable en Afrique, me voilà aujourd'hui, végétant dans les bas niveaux de la société québécoise. À ce stade de ma vie, je suis tout sauf celui dont on aimerait feuilleter la biographie. Une continuelle misère, et ce dès mon premier souffle. Tout ce que j'espère, c'est que ma vie de petit immigrant s'arrête. Trouillard comme je suis, je ne sais pas manier un gun. Sinon, il y a longtemps que je m'y serais essayé. Direct là, sur la tempe. N'ayant pas assez de cran pour mettre fin à mes jours, j'espère tout juste que quelqu'un d'autre me suicide. Un genre d'accident, quoi. Un jour d'automne, à 4h du matin. Ainsi, ma prochaine réincarnation commencerait juste à temps pour le petit déjeuner. J'essaie de toutes mes forces de faciliter ce macabre destin, dont je suis à la fois acteur principal et scénariste, sans jamais avoir le courage d'en être le producteur exécutif. Alors je nargue les voitures sur la chaussée, me brise le dos dans ce maudit boulot, et je fais fi de toutes les règles élémentaires de sécurité en grimpant les échafaudages sans aucune attache. Un vrai Spider-Man, sans les couilles, encore moins le look. Dis-moi, Bob, allons-nous être riches un jour? Tu sais, Jeannot, j'ai déjà prévu mon plan pour devenir riche. C'est un plan que j'ai savamment pensé, pas compliqué en plus. Ça requiert quand même un peu de chance. Le 6,49. Ouais, la loto. Tous les mercredis et samedis, il me faut mon billet de loto. Et quand le gros lot dépasse les 5 millions, j'en prends 2. Pas 2 millions, hein, 2 billets. Jusque-là, ça n'a pas encore marché. Tu vois, les gars de la loto, ils ne sont pas cons. Ce sont en fait des experts en arnaque. Si 6 numéros exacts donnent droit à 6 millions, alors un numéro gagnant devrait donner droit à 1 million, non? En tout cas, c'est ce que je pense, moi. Une fois, j'ai gagné 2 millions, mais les Christ de tabarnak ont refusé de me filer mon pognon. Le Chinois du coin a dû appeler les flics tellement j'ai brassé son comptoir à sushi. Je te l'ai dit, je porte la poisse depuis ma naissance. Sacré Bob, il n'arrêtera jamais de m'épater. Oups, il est déjà 3h30. Sans blague, on n'a pas vu le temps passer.
Excuse-moi, Bob, si je t'ai bourré les oreilles avec ma déprime. Encore une autre journée qui s'achève. Une de plus, une de trop. Une en tout point semblable aux précédentes. Toute la journée, nous n'avons fait que chialer, moi mâchouillant ma gomme aussi fort qu'un requin. Mon médecin dit que je finirai par me faire des ulcères d'estomac. Il peut toujours causer, le salaud. À 100 000 dollars par année pour raconter les mêmes salades aux mêmes patients souffrant toujours des mêmes bobos, il peut continuer de causer, lui. Allez, je me barre. Après m'avoir cassé les tympans une énième fois, Bob avait fini par se rendre compte que je ne l'écoutais point quand venait mon tour de chialer. L'air grognon, il avait plié bagage, sans oublier de murmurer « sti de noir » et ils comprennent rien au français quand on leur parle. Nous avions fini nos réparations et il nous fallait maintenant vider les lieux. Je rassemble alors mes affaires, me rhabille rapidement, me passe un coup de peigne. Et tiens, je me sens subitement tout drôle. Je quitte le boulot en sifflotant. Je prends même la peine de remarquer ce magnifique coucher de soleil en préparation. Ça fait longtemps que ça ne m'était plus arrivé, ça. Je m'empresse alors de déguster cette anormale et subite bonne humeur qui rayonne en plein milieu de mon aventure canadienne. Je m'emplis les poumons d'une grande bouffée d'air frais, traverse la rue Sainte-Catherine, longe les promenades de la cathédrale, m'arrête une seconde et demie pour admirer mon faciès dans la vitrine, en profite pour lasser une chaussure trop vite enfilée, me relève en crachant ma gomme dans la poubelle juste à côté, pour ensuite bifurquer vers mon arrêt d'autobus, tout près de la succursale de la Banque Scotia, coin Sainte-Catherine et Union. Soudain, « Hey, c'est qui ce mec qui me bouscule? Il est sorti en trompe de la banque sans même faire attention. Mais pourquoi porte-t-il une cagoule? » Les 2 balles me sifflèrent juste au-dessus de la tête, enlevant au passage une petite touffe de cheveux crépus. Appel à toutes les unités. Ici, le sergent Boisvert à toutes les autopatrouilles. Apparemment, il y a eu tentative de vol à main armée à la Banque Scotia, Sainte-Catherine et Union. Un passant a été mortellement atteint de l'autre côté de la rue. Selon ses pièces d'identité, il se nommerait Bob Drouin. Heure du décès, 4 heures. 4 heures de l'après-midi. La vie est belle, dit-on, et pourtant, que de peine.